Bonjour, bonjour. Alors pour commencer, l'histoire de l'école du colibri, elle commence en 2004 avec la rencontre d'un philosophe, Pierre Rabhi, agroécologiste. Mon compagnon est homme d'affaires et a gagné beaucoup d'argent dans l'industrie, hein, donc pas du tout de façon écologique, et dit mais Pierre, t'es bien gentil, mais comment on fait maintenant pour investir sans polluer? Et Pierre lui donne l'idée de monter une ferme en agroécologie où il accueillerait du public pour transmettre au public. Donc ce projet-là débute, moi je ne suis pas encore vraiment mélangée dans l'affaire, et leur projet c'est donc de construire, donc c'est une ferme en agroécologie. L'agroécologie, c'est-à-dire qu'on va s'inspirer du vivant et prendre les cycles du vivant et essayer de les tenir. C'est-à-dire que dans les cycles, la nature ne crée pas de déchets, elle les recycle chaque fois. Donc on a installé un lieu comme ça. Donc on a construit avec les matériaux du lieu, donc toutes les constructions sont en terre, paille et bois. Le bois, on ne l'a pas trouvé sur le lieu parce qu'il n'y en avait pas assez, mais on l'a pris dans les forêts alentours. Pour ceux qui connaissent, on est vers Cray, donc c'est du bois de la forêt de Soux, la jolie forêt qui est à côté. On a tout en phytoépuration, donc on a notre propre phytoépuration avec des roseaux, etc. Ensuite, on a que des toilettes sèches qui sont séparées, c'est-à-dire qu'il y a les urines qui vont à la phytoépuration et les excréments qui vont de l'autre côté. Les excréments nourrissent des lombrics-compost, des lombrics qui sont très contents. Donc on fait du lombricompostage et ce compost, on a le droit de le mettre que sur les fleurs parce que à cause des hormones dues à la pilule ou bien aux antibiotiques, on n'a pas le droit de les utiliser ailleurs. Quel autre cycle on fait donc on a du maraîchage et de l'élevage, donc on a une trentaine de brebis, on fait donc du fromage, on a 5 vaches, on aurait pu en avoir que 3 bientôt parce que 5 ça mange beaucoup une vache, c'est très embêtant. Voilà, et comme on ne veut plus les tuer, on trouve des fermes pédagogiques qui veulent bien des vaches. Voilà, donc pour le moment on arrive à les recycler. Chez les agneaux, on en tue les agneaux, parce que chaque fois qu'on fait du lait, donc tous les ans, il faut faire porter des agneaux, faire porter pour qu'elles aient du lait. Du coup, on a des cochons qui boivent le petit lait, et les agneaux, on les mange. Voilà. Donc on mange de la viande aux amanins un peu moins d'une fois par semaine. Voilà, et les enfants de l'école du colibri mangent aux amanins, ça fait partie du concept de l'école. La cantine fait partie du contrat. Vous verrez, c'est une école où les enfants ont de la chance parce qu'ils ont des adultes qui sont sur la même cohérence du matin jusqu'au soir. Et cette cohérence partagée, ça donne un truc très apaisant pour les enfants. Et d'où l'importance pour moi en éducation de former tout le monde. Là, on aurait un enfant, par exemple là, il y a des enfants derrière, on est en train de les éduquer malgré nous. C'est-à-dire qu'un enfant, ça regarde ce que font les grandes personnes et ça prend modèle. Parce que ça apprend par imitation. Donc il faut que toutes les grandes personnes soient à la hauteur de cette éducation. Or aujourd'hui en France, quand on parle d'éducation, je ne sais pas comment c'est au Québec, mais nous en France, quand on parle d'éducation, on parle d'école. Ouais. Comme si c'était que l'école qui éduquait. Mais là on parle de l'école du dehors, j'espère bien que vous bougez les parents. Il faut aussi que les parents emmènent leurs enfants dans la nature. Enfin, c'est pas que le boulot de l'école. Bien sûr que l'école doit venir faire ça, mais on est tous concernés. Les grands-parents doivent emmener leurs petits-enfants. Enfin voilà, il faut qu'on s'y mette. Il faut reconnecter. Ça ne concerne pas que l'école. Donc, vous imaginez cette ferme. Et donc, à un moment, Pierre Rabhi nous dit, pour ce projet, on pourrait mettre 2 phrases. Ça serait, quelle planète laisserons-nous à nos enfants? Et quels enfants laisserons-nous à la planète? Et là, moi, je suis pédagogue. Et là, je dis, ça, c'est une très bonne question. Quels enfants va-t-on laisser à la planète? C'est bien beau de trier les déchets, je peur que ça ne va pas suffire. Il faut peut-être qu'on mette la barre un peu plus haut. Effectivement, quels seront les adultes de demain et comment ils vont faire pour s'en sortir? La question est encore plus chaude aujourd'hui. Parce que là, on leur laisse quand même un paquet cadeau où on voit des enfants. On a énormément de dépression chez les adolescents. C'est très inquiétant, ça. En fait, il faut vraiment qu'on s'en saisisse. C'est un point, il faut leur redonner de l'espérance parce que c'est pas vivable de grandir en se disant qu'on va droit dans le mur. Pourquoi je chercherai un métier? Pourquoi je grandirai? Est-ce que je fais des enfants? Moi, cette question-là, j'ai eu la chance de ne pas me la poser. Moi, j'ai décidé, j'ai eu 3 enfants, et à aucun moment dans mon esprit, il y avait, je les envoie au casse-pipe. C'était, je fais 3 enfants et je m'éclate parce que j'ai trop envie d'en avoir.
Voilà, donc je les ai fait pour moi, je les ai fait pour eux, mais beaucoup pour moi, quoi. Parce que j'avais très envie d'avoir l'expérience maman. Et donc, si je reviens à la ferme des Amanins, vous imaginez une ferme, 55 hectares, 20 hectares de cultivables, du maraîchage, et on essaye d'être en autonomie alimentaire. Donc l'autonomie alimentaire, on s'est mis comme défi de pouvoir nourrir 80 personnes par jour. Donc on a un jardin, on a besoin de l'élevage parce qu'on a besoin des excréments des animaux pour faire le compost pour le jardin. On n'en a pas tout à fait assez, mais on a fait le choix de pas beaucoup grossir plus parce qu'après il faut les nourrir et c'est compliqué aussi. Donc on a juste notre blé sur des champs d'un propriétaire à côté, parce que 20 hectares ça suffit pas, parce qu'il faut faire de quoi manger pour les bêtes pour tout l'hiver, ça c'est énorme. Et cette année par exemple, ça personne ne le dit, mais on n'a fait qu'une coupe de foin. C'est très très grave en fait. C'est très très grave. On ne va pas pouvoir nourrir les animaux. On fait on fait des céréales, mais on en fait très peu, mais on fait notre blé. Et par exemple, on fait le cycle du blé du début jusqu'à la fin. Donc les enfants voient le blé qu'on plante, le blé qu'on sème, ensuite le blé qui grandit. Donc ils voient l'énergie qui est déployée pour ce blé. Ensuite il est récolté, ensuite on a le moulin à farine, donc on fait notre propre farine. Et ensuite le boulanger fait le pain et on le mange à la cantine. Donc vous imaginez bien que ce pain qu'on mange à la cantine, il a une histoire connue par les enfants. Ce qui fait que nous on leur dit, t'as pas le droit d'en jeter. Parce qu'on n'a pas fait tout ce travail-là et fourni toute cette énergie-là pour que toi tu décides de j'ai pas envie de le finir, je le jette. Donc le pain c'est sacré quoi. Donc tu ne prends que ce dont tu as besoin et tu t'engages à le finir. Et ça, au niveau éducatif, c'est une valeur très forte qui va ressortir de partout en transversalité. Moi je veux beaucoup parler de transversalité en fait. On éduque dans la nature parce que c'est transversal. Voilà. Et donc la première question, là on est dehors, si je vous demande où est la nature, quand on demande ça à des personnes à l'extérieur, je vous demande juste de chercher dans votre tête où est la nature. Souvent les gens disent, ben dehors, là. Mais en fait moi j'en fais partie. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi là si je me concentre sur moi-même, là, à l'intérieur, c'est quand même dingue, j'ai un cœur qui bat, un système digestif qui fait le boulot de digérer mon petit déjeuner. Il y a tout qui fonctionne, j'ai aucun impact là-dessus, ça vit en moi. Ça vit en moi. Alors en tant que femme, j'ai fait une expérience énorme, c'est en étant enceinte, clairement, j'ai pas accouché, ça a accouché. Hein? Donc moi, mon boulot, ça a été d'accompagner le mouvement du vivant en moi, de la vie en moi. Mais c'est pas moi qui ai décidé d'accoucher. Je pense que c'est pour ça que nous les femmes on a une espèce d'expérience comme ça, mais on sait que ça ne dépend pas de nous, que le plus beau boulot qu'on peut faire c'est d'accompagner, mais ça, on ne maîtrise pas l'affaire, ça se fait, ça accouche. Et pourquoi c'est si important? Parce que quand on a monté l'école, je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles, donc moi j'ai évidemment adhéré à ce projet là, au départ pour montrer des classes découvertes, et puis un jour ça m'a échappé, je leur ai dit mais il y aura une école, on sera en classe découverte toute l'année, et là on m'a dit bah vas-y. Et en France, donc, on peut créer des écoles comme ça. Ça s'appelle une école hors contrat. Mais on doit complètement se débrouiller. Et comme Michel était chef d'entreprise, il m'a dit, mais moi, je finance. Parce que moi, je ne voulais pas être payé par les parents d'élèves. Il me dit, mais moi, j'assure les salaires. Il faut faire ça pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, on peut demander à l'État d'être reconnu comme école privée sous contrat simple. Donc, au bout de 8 ans, on a obtenu un contrat d'école privée sous contrat simple. Et aujourd'hui, on a 2 classes. Et donc, quelles ont été les priorités qu'on a mis dans cette école? Quand je vous disais le « ça accouche » et non pas « j'accouche », c'était un point très important pour moi dans l'accompagnement des enfants en difficulté, où c'est pas « je suis dyslexique », c'est « j'ai une dyslexie ». C'est pas du tout pareil. Je suis pas ça, mais j'ai ça, et du coup, comment je le prends en compte? Et donc, tout cet accompagnement des enfants en difficulté, moi, donc en 2005, quand j'ai pensé à créer l'école, depuis que j'enseignais, moi ça faisait déjà une vingtaine d'années que j'enseignais, les enfants en France, les enfants en difficulté, alors je ne sais pas quelle stratégie il y a eu, mais au début, moi j'avais des classes de perfectionnement dans mes écoles. Elles ont été supprimées. À la place, on a mis des classes d'adaptation, où les enfants n'y allaient que le matin, ils étaient inclus l'après-midi. Ça, c'était pas mal, ça a plutôt bien fonctionné. Et puis tout d'un coup, on nous a apporté les CLIS. Et je me rappelle très bien de la journée pédagogique où on nous explique les CLIS, où en gros, pour moi, c'est des économies, encore une fois, de l'État. Un enfant qui est en maison d'enfants, en IME, je sais pas quoi, il coûte plus cher qu'à l'école.
Du coup, on va le mettre à l'école. Mais ce n'est pas une idée de l'inclusion. L'inclusion, elle est venue après. Mais c'était quand même présenté comme ça. Et donc, moi, je lève la main en disant, mais du coup, si vous mettez une classe à la classe d'adaptation, ceux qui sont là, on les met où? Bah, dans vos classes. Mais nous, on va faire comment pour les aider? Ah, vous voulez pas inclure les enfants en difficulté? Alors, on se tait, du coup. On se dit, bah, non, j'ai pas dit ça. En France, on sait très bien culpabiliser l'enseignant. Aujourd'hui, enfin, moi, j'ose dire qu'on maltraite les enseignants en France. Moi, il y a des enseignants qui me téléphonent en me disant, voilà, je suis à Strasbourg dans une petite classe de CP, j'ai 28 élèves, une petite classe. J'ai 20 enfants dits ordinaires, et puis j'ai 6 primo-arrivants, il n'y en a pas un qui parle la même langue, et j'ai une petite fille qui est autiste, et elle n'a pas de dossier MDPH pour le moment. J'y arrive pas, parce que de temps en temps, elle s'enfuit dans le couloir. J'ai dit, bah oui, mais en fait, donc elle m'appelle Isabelle, tu ferais quoi? J'ai dit, bah moi, je ne sais pas faire non plus. Personne ne sait faire ça, parce que dans les 20, il y en a forcément qui sont en difficulté. Et du coup, c'est impossible à gérer, on est bien d'accord. Donc oui, il faut faire autrement, ça c'est sûr. Donc là, tout d'un coup, j'étais devant une page blanche et on me disait, t'es pour quoi? Alors moi, je commençais, oui, mais je suis contre ça. En France, on est très très fort. Donc ça, j'étais très bonne. Hein. Mais là, Isabelle, tu peux faire ce que tu veux. Alors, je suis pour quoi? Donc je suis pour une école inclusive, où on va inclure pour de vrai des enfants. Et donc aujourd'hui, on a 40 élèves sur 2 classes. Et on a entre 6 et 7 ou 8 enfants qui sont en fait en Ulysse. Ils ont au minimum un dossier MDPH avec une AVS. Maintenant, elles sont toutes mutualisées. Mais en gros, ils ont un gros besoin d'AVS. C'est quoi un dossier MDPH? Maison du handicap. Voilà. En fait, en France, quand un enfant est porteur de handicap, alors le mot handicap, nous, aux Amanins, on l'utilise pour tout le monde. On est tous handicapés, là. On est tous handicapés de quelque chose, mais il y a des handicaps qui gênent à l'école, il y en a d'autres qui ne gênent pas. Donc à l'école, les handicaps qui gênent, on va les compenser. Et donc ils ont quelquefois droit à une personne, une AESH, ça s'appelle aujourd'hui. Donc c'est une personne qui vient s'occuper principalement de ces enfants-là. La bonne nouvelle quand même, parce qu'il y en a quelques-unes, depuis 2 ans, elles ont 60 heures de formation, elles ont des vrais contrats. Voilà, c'est pas encore suffisant, mais c'est déjà mieux qu'avant. Si on essaye de voir le positif, ce que je pense trouver beaucoup, là il y avait ça. Et donc dans chaque classe on a une AESH. On aurait droit à 3 ou 4 AESH, mais on n'en prend que 2. Parce qu'en fait après c'est trop compliqué à gérer, même pour les enfants. Donc on est 2 par classe. Et 2 par classe, ça rejoint ce qui était dit hier, c'est-à-dire que forcément à 2, ça fait que je me tiens mieux, quoi. Je ne m'autorise pas devant les enfants à péter un câble, parce que je suis sous le regard de quelqu'un d'autre. Voilà. Et donc ça aide chacun à ne pas être dans son pulsionnel. Donc être à 2 par classe, c'est vraiment important. Nous, on a rajouté une 3e personne qui est un service civique. Un jeune en service civique, on lui demande d'avoir fait sa licence et de se poser la question de savoir s'il veut rentrer en master éducation, enseignement ou pas. Et on le prend en stagiaire pendant 1 an. Mais c'est un vrai stage. C'est pas comme ceux de l'éducation nationale qui sont des faux stages. C'est-à-dire que dans l'éducation nationale, maintenant, on les balance à mi-temps dans une classe, mais tout seul. Et comme ils ne savent pas faire, ils font comme tout le monde, c'est-à-dire qu'ils refont comme quand eux, ils étaient petits. Ce qu'on fait par imitation. Donc ils refont ce qu'il ne faut pas faire. Et on continue invariablement ce modèle. En fait, nous, pendant 1 an, on les prend, ils sont dans la classe avec nous, on leur confie un groupe d'enfants, par exemple, ils ont les CE1 en français, et puis ils vont avoir les CP en maths. Mais nous, on est dans la classe avec eux, et tous les mercredis matins, on est en supervision avec eux. Et on leur dit comment ça s'est passé, et qu'est-ce que tu leur as dit, et là ils demandent, et toi tu dirais quoi, et comment tu leur parlerais de ça, parce que je ne sais pas comment leur parler. Et là, on est dans du vrai tutorat. Ça, c'est une réforme simple à proposer à l'éducation nationale. Ça ne coûte pas très cher. On oblige tous les jeunes à faire du service civique 1 an, ils vont dans les écoles. Et on les prend en tutorat, mais pour de vrai, pas pour de faux. Voilà, donc je continue. Je suis avec ma page blanche à écrire une école pour. Et donc, les enfants en difficulté, c'est le premier truc qui me vient. En me disant, mais quand on fait des classes découvertes, il y a un truc extraordinaire, ça donne du sens à tous les apprentissages. Le programme, il est dans la nature. Parce qu'en fait, on est des êtres humains, on fait partie de la nature. Donc on n'a pas inventé du programme. Ça n'existe pas. Tout, vous pouvez le traiter à partir du vivant qui est autour de nous. Alors, je vous donne un exemple. On fait un atelier philo. On fait un atelier philo, arrive le terme du mensonge.
Alors forcément, les enfants au début disent ah non, le mensonge c'est très 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 mal, hein, faut pas mentir, ça c'est très mal, vraiment, c'est pas bien, après les gens te font plus confiance, voilà. Et puis il y a toujours un moment dans l'atelier philo, il y a toujours cette bascule, à un moment un enfant qui se lève et qui dit mais c'est bizarre, parce que moi j'ai vu un film, c'était au moment de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des Allemands et il y a un Français, il y avait des enfants juifs qui étaient partis à droite, et puis les Allemands qui arrivent, il dit où est-ce qu'ils sont? Et là il a menti, il a dit là, ils sont partis à gauche. Du coup, il les a sauvés. Donc le mensonge, ça peut aussi être bien. Alors, voilà, il y a tous les cerveaux qui chauffent. Ah oui, zut. Alors, du coup, le bien, le mal, c'est comment? Non, ça marche pas en philo, ça marche jamais, hein, le bien, le mal. Donc ils repartent. Ah ben oui, alors mentir, par moment, ça peut être bien. Puis après, ils font le lien avec la nature. Oui, tu sais, c'est comme quand tu vois des déchets. Ça ment des déchets, parce que t'es là. Oh, c'est dégoûtant. Berk, berk, Mais en fait, après, ça fait un magnifique terreau. C'est une ressource pour la terre. Voilà. Et tout ça, vous le trouvez de partout dans la nature. Vous pouvez faire le lien avec tout. Hier, on a vu un film là, qui était... où sont les gens qui étaient dans le film hier? Ça se passe où déjà? En Lozère. Où on voit l'enseignante faire de la conjugaison. Ben oui, je regarde un paysage et j'ai le passé, le présent, le futur. Nous, à l'école du Colibri, à un moment, on a dû tomber un arbre, un chêne. Et on a vraiment, c'était pour construire la cuisine, et comme on accueillait beaucoup de public, il fallait une cuisine réglementaire, et on a tourné autour de ce chêne pour essayer de construire autour, mais vraiment non, ça ne marchait pas. Donc à un moment, on a pris la décision de l'abattre, et avec les enfants, bon, on est allé voir. Et donc avant, on a fait tout un travail, on a ramassé les glands, on a planté les glands pour essayer de faire un autre arbre. Hein. Et puis ensuite, on est allé voir l'abattage de l'arbre, et là, je me souviens d'un petit garçon de CE1 qui prend conscience du monde, quoi, de sa trace dans la vie, et qui dit mais cet arbre, Isabelle, il a vu des choses qu'aucun de nous n'a vues, et moi, avec l'arbre qu'on a planté, je verrai des choses que lui n'aura pas vues, et l'arbre qui va pousser verra des choses qu'aucun de nous n'aura jamais vues. Voilà, il est en train de s'inscrire dans la ligne du temps, c'est énorme. Voilà, donc de faire le lien avec le vivant, c'est juste être vivant. Enfin, voilà, on fait partie de la vie, donc c'est pas... L'autre jour, j'ai des enseignants qui me disaient oui, mais c'est pas dans le programme. Mais si, ça a toutes les lignes du programme. C'est exactement le contraire. C'est marqué partout dans le programme. Et vous allez pouvoir donner du sens aux apprentissages tout le temps. Donc nous, on est au milieu d'une ferme. Donc vous imaginez bien que pour donner du sens, c'est excessivement simple. Parce qu'on a matière tout le temps. On a notre propre jardin potager, mais on a un vrai jardin potager avec du maraîcher. Parce qu'un jardin potager dans une école, il y a une limite très embêtante, c'est qu'on ne travaille pas en juillet-août. Et si vous avez fait déjà de jardin potager, c'est quand même en juillet-août qu'on ramasse le plus de légumes et qu'on s'en occupe. Donc c'est un peu compliqué. Donc nous, quelquefois, on décide de faire un menu mangeable fin juin. Donc on fait vite des patates nouvelles, des haricots verts, la salade, des radis. Il ne faut pas faire grand-chose d'autre. Hein. Sinon, c'est pas prêt. Voilà. Souvent, les haricots verts, on les regarde. Eh ben, dans 15 jours, ça va être super. Hein. Une année, on a fait un vrai jardin, puis les parents sont venus l'arroser tous les deux. Et la rentrée, ils ont dit c'était super hein, comme idée, mais si tu peux éviter de recommencer, on est d'accord. Voilà, parce que c'était une vraie contrainte. Donc là, maintenant, on l'a déplacé. On a un petit jardin à l'école pour faire leurs expériences, notamment pour faire de la graine à la graine. Ça, c'est vraiment une expérience très forte pour les enfants. Hein, de voir tout le chemin, parce que c'est extraordinaire, une graine, hein, quand même. Donc ça, vous pouvez faire avec n'importe quel enfant. Vous lui faites même dans un tout petit pot de terre, vous mettez une graine de haricots verts, c'est un émerveillement. Moi, je suis émerveillée pareil, hein, chaque fois, c'est quand même incroyable. Et donc là, on fait de la graine à la graine avec la salade, par exemple, ou avec la tomate. Et ça, c'est vraiment très fort de reprendre sa graine de tomate et de la... Voilà. Et de dire que l'agroalimentaire nous a volé ça, c'est pas permis de nous voler ça. Ça, c'est un bien de l'humanité. C'est gratuit. La nature, elle est dans le don, elle est dans la gratuité, elle nous apaise. On n'a pas le droit de vendre ça. Et donc, les enfants, ils apprennent ça, ils sont très, très attachés à ces valeurs-là. Je continue donc à écrire le projet, et donc je construis le projet en me disant, bah, pour qu'ils puissent coopérer, c'est bien qu'ils soient une quarantaine. Voilà, donc si c'est trop petit, nous on est perdu en pleine campagne, donc je me dis bon, pour que les gens viennent, forcément ça sera en covoiturage, ça va être un peu compliqué, donc du coup on fait du CP au CM2. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas les maternelles? Pour la simple et bonne raison que Isabelle Pelou, quand elle a créé son école, n'avait jamais fait de maternelle. Donc moi j'avais fait tout le primaire du CP au CM2, je connaissais très bien, et je m'étais dit bon, il va falloir quand même que je m'y mette, mais ça m'embêtait d'ouvrir
avec un domaine qui est quand même assez différent, la maternelle, et sans trop la maîtriser. Et à ce moment-là, dans le village d'à côté, s'ouvrait une petite maternelle Montessori. Du coup, je suis allée voir la personne en disant, bah, écoute, si on travaillait ensemble, hein, toi tu ferais la maternelle, moi je ferais le primaire. Et donc, chez Montessori, ils ne sont pas très branchés coopération. Donc, je lui ai transmis mes outils de coopération. Et elle m'a montré les outils Montessori. Et moi, j'ai été comme tout le monde, j'ai été juste fascinée. C'est passionnant. Les outils Montessori vous font découvrir les maths. Alors moi, j'avais déjà appris par d'autres biais, mais moi, pour ceux qui connaissent bien les pédagogues, j'aime beaucoup Rémi Brissou en maths. Voilà. Et puis Hermel. Voilà, donc toutes ces manipulations-là, je trouve que ça marche vraiment très bien. Voilà. Et puis donc, du coup, on fait que l'école élémentaire. Et comme on fait une école inclusive, on est resté que école élémentaire. Et donc cette école maternelle a fermé entre-temps, au bout de 4-5 ans. Mais on a des maternelles dans le secteur qui sont vachement bien. Donc moi, je ne suis pas du tout contre l'enseignement public. Donc je dis aux parents, non, mais vous pouvez aller dans telle école, elles sont super. Allez voir la maternelle de votre quartier. Nous, dans la Drôme, il y a un gros travail qui a été fait sur la méthode Montessori. Il y a beaucoup de maternelles. Moi, quand j'étais jeune, on parlait de classe par atelier. C'est pareil, en fait. Bon, c'est juste pour vous détendre. Il n'y a pas de bons pédagogues. Hein. Il y a des gens qui ont réfléchi en pédagogie et nous, on s'inspire d'eux. Donc hier, on parlait du terme de chercheur. Pour moi, un bon pédagogue, c'est quelqu'un qui est toujours en recherche. Donc nous, à l'école du Colibri, on ne dit pas qu'on a une méthode, mais très clairement, on est très inspiré. En gros, on n'a pas inventé. Je ne suis pas géniale, j'ai tout trouvé dans ma tête toute seule. Pas du tout, j'ai fait comme tout le monde, j'ai copié. J'ai fait par imitation. Donc moi, je suis très inspirée des Piaget, de Crowley-Urey. J'ai beaucoup aimé tous ces projets-là. Et donc, la démarche expérimentale qu'on a pris notamment chez les animateurs nature. C'est-à-dire qu'en France, avant, le ministère de l'Éducation nationale était relié à jeunesse et sport. Je pense qu'on a fait une erreur en séparant. À un moment, c'est utile de séparer parce que pour comprendre les savoirs, il faut les fragmenter. Pour le corps humain, par exemple en médecine, à un moment, on s'est penché sur le système digestif et c'était tellement compliqué qu'ils sont devenus hyper spécialistes du système digestif. D'accord ? Mais ce système digestif, il est en interaction permanente avec le reste du corps. Et donc, hier, il y a le terme holistique qui a été utilisé. Évidemment qu'il faut tout le temps revenir à une vision globale. Pour l'enfant, c'est pareil. En éducation, il faut connaître plein de méthodes pédagogiques pour être hyper riche de toutes ces façons de regarder un enfant, hyper riche en outils, en propositions. Mais après, quand je suis face à un enfant, il est chaque fois unique. Et donc, c'est ma méthode qui doit s'adapter à cet enfant-là. Donc, je dois être chercheur, moi, tout le temps. J'arrive toujours devant un inconnu, un être unique qui n'est pas comme les autres. Moi, j'ai entendu des enseignants Montessori oser dire il n'est pas compatible avec les outils Montessori. Ça vient d'où, ça, cette expression complètement folle? Un enfant ne doit jamais s'adapter à des outils. Un outil, c'est là pour rendre service, c'est pas l'inverse. Donc, on doit être capable d'en créer des nouveaux. Si un enfant ne répond pas à la question comme il faut, on va créer quelque chose de nouveau. Donc, c'est ça qui est passionnant dans notre métier. C'est que moi, je ne me suis pas lassée pendant 40 ans, c'est tout le temps nouveau. Il y a tout le temps, il faut créer des nouvelles choses. Donc, on utilise beaucoup la démarche expérimentale et on va dire que moi, ce que j'avais repéré chez les enseignants qui faisaient beaucoup Piaget, donc je travaillais avec l'ICEM de la Drôme, en fait, un des écueils, quand j'étais formatrice sur le terrain, d'abord, c'était très peu utilisé. On nous parlait du socio-constructivisme, mais on ne nous disait jamais comment il fallait faire. Hein. Donc on ne pouvait pas travailler par imitation. On avait le terme, on avait le concept. Et comment je fais dans ma classe? Tu te débrouilles. Eh bien d'accord. Et on ne sait pas faire. En fait, moi j'avais besoin de voir des enseignants qui le faisaient pour des... Mais comment ils commencent? C'est quoi la première phrase qu'ils disent, quoi? Voilà. Comment on lance un travail de groupe? Et un des écueils, quand je parlais avec les enseignants, je me demandais pourquoi vous avez arrêté de le faire? C'est parce que le travail de groupe, ça fait beaucoup de bruit. Ça gêne mes collègues, elles me le reprochent. Et puis ça crée des tensions entre les enfants, ils se disputent et ça, je ne sais pas le gérer. Donc là, je me suis dit, donc il faut qu'on s'occupe de la coopération en tant que telle. Donc on va dire que la spécificité qu'on a développée dans notre école, c'est qu'on va travailler le plus souvent possible en coopération et on va apprendre à coopérer. La coopération devient un objet d'enseignement. Okay. Et donc, pourquoi est-ce qu'on va leur apprendre à coopérer? Ça, le sujet est vraiment d'actualité.
C'est-à-dire que Pierre Rabhi nous faisait prendre conscience il y a déjà 20 ans, et puis là, le discours aujourd'hui, on le connaît, c'est qu'on est sur une planète aux limites, avec des réserves limitées. Notre planète a des limites. On est de plus en plus nombreux, donc il va falloir partager. Enfin, il n'y aura pas le choix que d'être plus solidaire. C'est pas tout à fait le discours qu'on entend pour le moment, mais quelque part, ça va s'imposer à nous. On n'aura pas d'autre choix. Du coup, on va être obligé de coopérer. Nous, à l'époque, quand on a monté la structure des Amanins, on était tous pleins de bonne volonté. On se prenait tous pour les rois du monde, parce qu'on connaissait Pierre Rabhi. On a mis notre idéal là-haut. Et bien, quand on met l'idéal très haut, on tombe donc de très bas. Ça fait très très mal quand on tombe, parce qu'on s'est rendu compte qu'on était aussi nuls que les autres. Je vous rassure tout de suite, on ne savait pas coopérer. On se crêpait le chignon, on n'était pas d'accord, on n'était pas content, et donc on était normaux, et on s'est dit, bon, ben, ok, ben, du coup, on va mettre ces outils de coopération comme apprentissage à l'école. Donc il y a 3 temps spécifiques d'apprentissage. Tout d'abord, toute la journée, dès qu'on le peut, on les met en situation de démarche expérimentale, c'est-à-dire que tout savoir est traité de la façon expérimentale, que ce soit des maths, de français, d'histoire, géo, sciences, art, tout est pareil. Donc on va demander à l'enfant d'abord un état des lieux personnel de qu'est-ce que tu penses que tu sais. Alors pour ceux qui sont de ma génération, c'était les fameux livrets Tavernier. Chez Tavernier, c'était décrit comme ça, la découverte du monde. Donc par exemple, je ne sais pas ce que c'est que la digestion, ben, quand je mange une pomme, comment ça marche, on leur dessine une silhouette de bonhomme et chacun met ce qu'il croit savoir sur le sujet. Parce qu'en fait, on s'est tous fait une réponse sur le sujet. Il y a certains enfants, et ceux-là, il va falloir sacrément les stimuler, hein, et ça on en trouve de plus en plus aujourd'hui, je trouve que ceux-là, ils montent en puissance. On a plein d'enfants qui se sont justement pas encore posé la question. Ils sont moins curieux qu'avant. C'est-à-dire qu'il semblerait que de ne pas aller dans la nature, ça n'aiguise pas la curiosité. Hein, donc il faut réveiller la curiosité chez eux, mais elle est là. L'envie d'apprendre, elle est chez tous les êtres humains. Hein, donc elle est complètement là. Et chez un enfant, c'est facile à réveiller quand même. Donc on va d'abord lui demander qu'est-ce qu'il croit savoir sur la question. Alors celui qui ne s'est jamais posé la question quand je mange où ça va, bah, j'en sais rien moi. Bah, dans mon ventre, mais j'en sais rien en fait. Bah, lui il mettra qu'il sait rien. Mais tous les autres, ils vont mettre ce qu'ils croient. Par exemple, je vous donne l'exemple d'un enfant, il pensait qu'on lui avait dit que ça chauffe. Donc, quand il a représenté, il a fait un petit feu dans le ventre pour que ça chauffe. Parce que quand même, il faut que ça cuise. Hein. Voilà. Et donc après, voilà, il y en a qui osent aller jusqu'aux excréments, mais quand même, c'est un peu bizarre. C'est peut-être pas la même chose. Il y en a, oui, il y a des tuyaux. Voilà, mais tuyaux dit tuyaux d'arrosage quand même. Hein. Donc, j'ai des tuyaux dans le ventre. Donc chacun va faire ses représentations. Cette étape-là, elle est par exemple très souvent sautée par les enseignants. C'est une étape fondamentale, parce que j'ai besoin de vous dire dans mon monde à moi comment c'est. Dans mon monde d'Isabelle Pelou, je vois le monde d'une certaine façon. La même chose vue par l'enseignant, les 2 enseignants qui me remplacent, elles ne parleront pas de l'école comme moi. Parce que dans leur monde à elles la voient différemment de moi. Et c'est normal. Chacun, on a une vision du monde qui nous appartient. Si je n'ai pas déblayé ces croyances, elles vont rester dans mon cerveau. Et du coup, il semblerait qu'au niveau statistique, au bout de 3 semaines, c'est la vieille croyance qui a repris le dessus. Parce que la trace, elle est bien faite dans le cerveau. En neurosciences, aujourd'hui, on vérifie ça. C'est bien tracé. C'est bien, donc c'est ça qui reprend le dessus. Donc il faut absolument que j'ai fait émerger ces fausses croyances pour déjà, quelquefois, rien qu'en les voyant, je dis non mais c'est quand même pas possible qu'il y ait un réchaud à gaz là. Les enfants ne sont pas cons non plus. Hein, donc l'enfant tout seul dit bah, j'ai mis un truc qui chauffe mais je vois bien que ma représentation elle ne marche pas. Du coup là ils vont faire la démarche expérimentale, c'est-à-dire qu'ils vont se poser des questions, faire des hypothèses, faire des expériences pour vérifier leurs hypothèses et tirer un nouveau savoir. Et ce nouveau savoir, on va aller le comparer. On va re-regarder ce qu'on croyait au début pour pouvoir l'enlever, ça. Parce que sinon, ça reste. Moi, j'ai ça, par exemple, avec les questions sur l'économie. Voilà. Moi, dans ma tête à moi, je sais bien faire les soustractions, mais il y a un moment, mon cerveau, il bug quand on crée de l'argent. Ça, parce que je n'arrive pas à le faire chez moi. Je bug. Voilà. Et donc, si je vais écouter Patrick Vivray, par exemple, j'adore l'écouter, parce que pendant la conférence, je comprends. Mais quand je ressors, je ne suis jamais capable d'expliquer ce que j'ai entendu dans la conférence avec quelqu'un quand même. Là, vaut mieux pas parce que je vais faire des nœuds. Et je vois bien que mes fausses croyances, elles doivent toujours être présentes, quoi.
Comment peut-on créer de l'argent? Ça dépasse mon cerveau, il n'y arrive toujours pas. Donc la fausse croyance, c'est super important de la déconstruire. Et donc une fois que vous avez cette démarche expérimentale, vous pouvez la mettre en conjugaison, vous pouvez la mettre en grammaire, vous pouvez la mettre dans n'importe quelle matière, ça marche. C'est-à-dire qu'on inverse. Alors c'est pas la classe inversée telle qu'on la voit, parce que celle-là, je n'ai pas très bien compris l'intérêt, surtout pour les familles défavorisées, mais la classe inversée où l'enfant va faire la règle à la maison et puis il fera des exercices d'application à l'école, c'est pas du tout ça dont je parle. Moi, quand je dis d'inverser, c'est-à-dire que on va par exemple donner à l'enfant 20 phrases dans lesquelles il y a les homophones on, on et on, ont, et on va lui dire, tiens, t'as vu, ça s'écrit de deux façons, mais pourquoi donc? Et là, on attise son esprit de chercheur. Mais c'est vrai ça, pourquoi il y en a deux? Voilà. Et là, il va chercher. Donc, il devient le chercheur. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit l'enseignant qui dise son savoir, il va mettre aussi l'enfant en position de chercheur. Ça, au Québec, par exemple, on vous l'apprend tout le temps, tout le temps, tout le temps. En France, c'est pas encore tout à fait acquis. Et donc, on met l'enfant en position de chercheur, il fait des hypothèses, il vérifie ses hypothèses, et il fait sa propre règle. Et dans sa propre règle, nous, chaque fois, on est beaucoup passé, moi j'ai beaucoup travaillé avec les outils d'Antoine de la Garandrie de la gestion mentale. C'est des outils en fait qui sont complètement aujourd'hui validés par les neurosciences, donc vous pouvez reprendre ça en neurosciences. Tous les biais cognitifs, c'est ceux qui sont dans les fausses croyances, pas tous, mais certains. Et après, je mémorise avec tout mon corps, j'ai que ça à ma disposition pour mémoriser. Donc j'ai mes 5 sens, j'ai mes oreilles, donc je peux répéter, réentendre, j'ai mes yeux, je peux voir, regarder, imaginer dans ma tête. Hein. Si je vous dis à tous, n'imaginez surtout pas un éléphant rose. Voilà, ça c'est fait. Et donc le cerveau, il fait des images. Donc on va faire déjà que des images positives. Donc au lieu de dire, vous savez, c'est la pédagogie positive. Au lieu de dire ne courez pas dans le couloir, on voit tous un enfant qui court, en image. Donc on va leur dire marchez dans le couloir. Ah ben oui, le cerveau, il sait mieux faire. Avec un animal, vous avez repéré ça. Un animal ne comprend pas les ne pas. Donc vous lui parlez toujours en positif. Ben, c'est pareil avec les humains en fait. On a le même cerveau. Hein. On est reptiliens, on a à peu près la même formation. On a le cortex en plus, mais le reste c'est pareil. Donc il faut nous parler de la même façon. Et donc la psychologie positive, c'est là où elle vient. Tac, tac, tac. Et donc on va construire toutes ces séances toujours avec cette démarche-là. Pour moi aujourd'hui, qu'on fasse des maths, du français, de l'artistique, du corporel, puisque c'est tout notre corps qui mémorise, mais bien sûr qu'il faut engager nos corps dedans. Que ne pas avoir engagé le corporel, parce qu'on n'est passé plus que par les yeux et par les oreilles, on a perdu une banque de données kinesthésiques absolument monumentale. Tout le corps doit être engagé. Et il y a un corps qui marche très bien, c'est le corps émotionnel. Le corps émotionnel, c'est celui qui vous a fait retenir une règle. S'il y en a un qui ça a servi dans la vie, je veux bien qu'il lève la main. La règle est la suivante. Mais où est donc Ornicard? Ça t'a servi? Ouais. Toi aussi. Des conjonctions de coordination. Oui, mais ça t'a servi à quoi? Parce que moi aussi, je sais que ce sont les conjonctions de coordination. Mais est-ce que ça vous a servi dans votre vraie vie? Dans la vraie vie, celle qui n'est pas à l'école? Ben non. Ben non. D'accord. Et pourtant, on l'a retenu. Alors que notre cerveau est rebelle, hein, surtout en France, il n'aime pas retenir s'il ne sait pas pourquoi. Il n'aime pas retenir s'il ne sait pas pourquoi, donc s'il ne sait pas pourquoi, il ne veut pas retenir, et vous savez, c'est le son qu'on n'est pas arrivé à mémoriser. Mais celle-là, elle est drôle. Et le corps émotionnel, c'est drôle, il retient. Donc, mais où est donc Ornicard? On l'a retenu, ça ne nous a jamais servi à rien, c'est quand même ahurissant ça. Il y a tellement de profs qui aimeraient qu'on retienne comme ça les tables de multiplication pour rire, hein? Ce serait drôle. C'est pas hyper drôle, quoi. Donc on essaye de trouver des trucs drôles. Par exemple, je vous en donne un. 7 x 8. 7 x 8, ça fait partie de ceux que les enfants n'arrivent pas à mémoriser. Je vais vous dire un truc drôle. La réponse, c'est 56. Donc ça fait 5, 6, 7, 8. Oh, vous avez vu notre cerveau comme il fait? Ah, ça c'est drôle, ouais, quand même. Moi, les enfants, je les fais rire en leur mettant une opération avec un nombre qu'il faut lire, par exemple, jusqu'au milliard, et on commence par 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, puis on écrit le nombre. Ils sont là, oh, il est drôle. Un nombre, ça peut être drôle.
Faut le savoir, ça, quand même, c'est important. Donc les enfants, le corps émotionnel, il faut vraiment l'utiliser tout le temps, parce que les enfants aiment beaucoup. Donc c'est pour ça que quand on dit qu'en France, on change d'enseignant toutes les années, mais c'est une vraie chance. Parce que chacun de nous est enflammé par des choses différentes. Donc chaque année, on va apporter dans votre classe ce qui vous enflamme. Parce que là, donc si vous êtes plutôt artistique, allez-y en art. Et faites-en plus que ce qu'il faut. C'est pas grave, puisque de toute façon, toutes les connexions qu'ils feront en art vont leur servir en maths, en français. Ça se rejoint. En fait, ce sont les mêmes connexions à un moment. C'est les mêmes zones du cerveau qu'on utilise. Puisque quand il y a une zone qui ne marche pas, il va utiliser une autre zone. D'accord ? Et donc, en rééducation, nous, on le voit très bien. Les enfants qui sont 10, qui n'arrivent pas à mémoriser, par exemple, le OU, pour faire le OU, on va leur faire utiliser le corps et le moyen mnémotechnique. Donc, on va utiliser une autre forme du cerveau, par exemple, du langage. Et on va raconter l'histoire du petit ours qui lève les deux bras, comme les deux lettres du U, là. Il a les deux bras en l'air et l'enfant va faire « Ah oui, le OU de ours !» Et il va passer par cette zone-là du cerveau pour mémoriser en lecture le OU de ours. Mais il ne le mémorisera jamais dans la zone lecture, lui. Mais à la fin, ça ne se verra plus, parce qu'une trace dans le cerveau qui est synapsée, c'est comme une trace dans l'herbe. Si je la fais une fois, ça ne se voit pas que je suis passé. 2 fois, 3 fois. Pour les enfants 10, c'est 60 fois. Il faut de la répétition, de la répétition, de la répétition. Mais à un moment, la trace, elle est faite. Et elle devient inconsciente. Elle devient hyper rapide. Comme vous, quand vous avez passé votre permis de conduire, rappelez-vous, le jour où on passe son permis de conduire, on est consciemment compétent, hyper concentré sur sa voiture. Et rappelez-vous le dialogue pédagogique qu'on a dans la tête. Alors, je monte dans la voiture, je m'assois. Quand on est tout seul, la première fois, vous vous rappelez, je mets ma ceinture, je règle mes 3 rétroviseurs. Quelquefois, on parle même à voix haute, ça nous rassure. Bon, alors là, maintenant, je débraye, parce que nous, on n'a pas beaucoup de voitures automatiques en France. Hein, donc, et je passe les vitesses, et je démarre. On parle à fond, quoi. D'accord ? J'espère qu'aujourd'hui, vous ne parlez plus. C'est-à-dire que normalement, c'est devenu inconsciemment compétent. C'est-à-dire que le tracé dans le cerveau, il est suffisamment synapsé pour que j'ai plus besoin d'en être conscient. Pour tous les savoirs, on a fait ça. C'est pour ça que c'est difficile de réexpliquer à un enfant comment j'ai appris à lire. Parce que c'est devenu inconscient. Je ne sais plus le chemin. Donc, il faut que je retrouve le chemin. D'accord ? Donc, tout ce travail-là en coopération, les enfants travaillent d'abord tout seuls. Quand ils ont fini leur recherche de 10 minutes, un quart d'heure, le but du jeu, c'est d'avoir cherché pour avoir mis à jour mes fausses croyances. Ce que je croyais savoir sur ce sujet. Et ensuite, ils vont coopérer. Et là, ils se mettent par 3. Quand je dis par 3, l'éducation nationale est mal faite. J'ai rarement des multiples de 3 dans ma classe. Donc, si vous n'avez pas de multiples de 3, vous faites des équipes de 2. Mais le plus d'équipes de 3 possible, parce que c'est bien d'être à 3 dans une interaction sociale. Pourquoi ? Parce que si je suis que avec Laure, par exemple, et que je sais qu'elle est bien meilleure que moi, Laura, en nature. Donc, du coup, on fait un truc sur la nature, je m'en remets à Laura. Je la laisse parler à ma place. C'est bon. Du coup, ma recherche à moi, je ne vais pas lever toutes les choses que je n'ai pas comprises. Alors que si on est à 3 et qu'il y a Valérie qui est avec nous, on est toutes les 3, et là, avec Valérie, je sais qu'elle sait des choses sur la petite enfance que je ne sais pas, mais par contre, Laura, elle en sait peut-être moins. Du coup, on va avoir une interaction sociale. Ça va devenir plus intéressant. C'est sur la chance qu'on soit complémentaires qu'on va travailler. La coopération, ça ne s'appuie pas sur la compétition, ça s'appuie au contraire. Génial, on n'est pas pareil, donc on va être toutes les 3 plus intelligentes à la sortie. On va enrichir nos cerveaux mutuellement. On ne va pas se mettre en compétition pour savoir quelle est la meilleure. C'est très français, ça, mais c'est nul. Parce qu'en fait, ça fait toujours un nul. C'est un peu embêtant. Donc on va au contraire se dire quelle chance, toi tu sais des choses que je ne sais pas, tu vas pouvoir m'aider. Et puis je vais les reformuler, tu vas me dire si c'est bien ça que tu as voulu dire. Et donc on va beaucoup utiliser la reformulation. Et donc je transmets, donc au lieu que ce soit l'enseignant qui explique, c'est l'élève qui explique comment il a fait dans sa tête aux autres. Et les autres lui disent mais je ne comprends pas quand tu dis ça, moi dans ma tête ça ne fait pas ça. Ah mais alors attends, je te le réexplique mieux. Et donc ça revient à une phrase, je crois, de Boileau qui disait ce qui se conçoit clairement, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Voilà. Donc vraiment, c'est quand je suis capable d'expliquer à quelqu'un quelque chose que je l'intègre. Donc plus ce sont les enfants qui vont travailler, mieux ça sera. Donc il faut arrêter que ce soit la maîtresse qui explique. C'est bien qu'elle connaisse bien le programme, mais c'est pas elle qui doit progresser, quoi. Il faut que ce soit les élèves. Donc, cette façon de travailler, qui est classique en France, il n'y a pas du tout que nous qui travaillons comme ça,
Nous, ce qu'on vient rajouter, c'est le travail sur la coopération. C'est-à-dire que les enfants rencontrent des tensions dans ce travail de coopération. Par exemple, dû à la comparaison. Parce que si je fais toute l'année du calcul mental avec Laura et Valérie, et que toute l'année on fait du calcul mental, et que je me rends compte que quand même elles sont tout le temps meilleures que moi, à un moment, même si elles sont hyper bienveillantes et gentilles, ça ne va rien changer. Alors si en plus elles sont présomptueuses et qu'elles me font remarquer, mais t'as vu quand même, t'as tout le temps faux. Là, ça va bien m'enfoncer, même si elles sont très gentilles. Je suis quand même suffisamment intelligente pour voir que j'y arrive moins qu'elles. C'est ça, une classe inclusive. C'est qu'on accueille à l'intérieur des enfants, par exemple, qui vont mettre 3 ans à apprendre à lire. Et quand la 3e année, ils voient des CP qui arrivent, et qui fin septembre, ils ont déjà compris combinatoire, ils savent lire, ils s'effondrent dans leur tête. Comment je vais encore prendre en compte mon handicap et le dépasser, mais j'y crois plus que je vais y arriver un jour. Pourquoi? C'est tellement injuste. Pourquoi tel enfant qui arrive, il sait lire en 2 semaines et demie, et moi, il me faut 3 ans. Donc c'est inévitable que vous rencontriez ça dans vos établissements. Donc on va en parler. C'est vraiment à cet endroit-là que c'est important. Et donc ils vont rencontrer des tensions entre eux, quelquefois des tensions qui n'ont aucun rapport avec le travail scolaire. Par exemple, en récréation, tu joues trop bien au foot et tu m'énerves, et puis de toute façon, tu as piqué ma copine, et puis de toute façon, tu es amoureux de truc et pas moi. Moi, je voudrais qu'il soit amoureux de moi. Donc, du coup, il y a des tensions dans le travail de groupe qui n'a aucun rapport avec le travail de maths qu'on est en train de faire. Et donc, on va en parler dans ces 3 endroits-là. Donc, ces 3 endroits-là. Le premier, c'est l'atelier philo. L'atelier philo, si maintenant vous voulez en savoir plus, on a la chance d'avoir la fondation SEB, Savoir-être et Vivre Ensemble, de Frédéric Lenoir, là, qui est en France, qui a vraiment formé à l'appel des gens pour faire ces ateliers philo. Le seul problème qu'on rencontre, c'est un problème un peu classique dans l'éducation nationale, c'est le même qu'avec les éducateurs nature, c'est qu'il n'y a pas d'argent pour les payer. Donc il y en a plein, ils ont fait la formation croyant qu'ils allaient pouvoir en vivre. Ils sont donc bénévoles dans les écoles. Voilà. Et puis il y a des enseignants qui ont appris. Donc nous, on a appris. Donc on avait commencé avant, parce que déjà à Lyon, il y avait tout un réseau de... Parce que moi j'étais sur Lyon d'abord. Tout un réseau d'ateliers philo, donc moi j'avais déjà appris. Donc à l'école du Colibri, on fait les ateliers philo, et ce qui est génial, c'est que là, tous ces 3 temps-là, on a les 40 élèves ensemble. Ça c'est important à comprendre, parce que ça concerne toutes les tensions qu'il y a entre eux. Donc il y a les 40 enfants ensemble, et dans les ateliers philo, on a du CP au CM2 toute l'année tous ensemble. Et du coup, ça donne des ateliers philo qui sont tout le temps un peu de haute voltige, c'est-à-dire qu'ils sont dans le concept très facilement, puisque les grands apprennent aux petits. Et quand un grand vient conceptualiser, le petit imite. Ce qui fait que c'est le défaut qu'on a quelquefois avec les petits qui sont dans l'exemple. Ah oui, puis moi, ma grand-mère aussi, et puis mon père, et puis ma soeur, et puis tout l'atelier philo, voilà. On a tous les exemples familiaux du coin. Voilà, mais on n'a pas beaucoup avancé sur la question et le pourquoi de la question. Là, ça n'arrive plus. Parce que, voilà. Et puis nous, les enfants, mettent la pensée au centre. Et donc le jeu de l'atelier philo, c'est de jouer avec cette pensée. Donc on pose une question, par exemple, et on va jouer avec la question, et on va jouer avec toutes les pensées qui émergent. Donc la pensée, elle n'appartient plus à l'enfant. On ne parle pas de l'enfant qui a parlé d'eux, on parle de la pensée qui a dit ça. Et on apprend à agrandir notre champ de pensée, à l'enrichir. On apprend la diversité de points de vue. On apprend le discernement. On apprend à prendre la parole en public. On apprend à mettre en mots sa propre pensée. Enfin, c'est un exercice extraordinaire, hein, l'atelier philo. En atelier philo, par exemple, à la question, on reprend par exemple la citation d'Antoine de Saint-Exupéry, « La terre ne nous appartient pas, elle appartient à nos enfants ». Ça touche beaucoup les enfants aujourd'hui. Ils disent, bah oui, pourquoi nous on a une terre où les gens ils ont tout abîmé, quoi. Et là, on en arrive à des enfants de primaire qui vous disent que la propriété privée, c'est juste une grosse bêtise, quoi. En fait, on devrait toujours être que locataire. On ne devrait pas pouvoir être propriétaire de la terre, parce qu'on va mourir un jour, donc c'est absurde d'être propriétaire. Parce que la terre, elle appartient aux vers de terre. Donc ici, je savais que j'aurais du succès avec cet exemple. Voilà, donc ça, c'est l'atelier philo. Une réunion du bien vivre ensemble. Alors ça, moi, j'ai beaucoup travaillé avec Philippe Mérieux, qui dit toujours bon, que la socialisation à l'école, c'est un gros paquet. Et nous, on faisait la réunion du vivre ensemble. Il me dit, mais vivre ensemble, ils n'ont pas le choix, Isabelle. Et nous, à l'école du Colibri, on tire les élèves au sort. Parce qu'on a toujours des grosses listes d'attente, donc on ne veut pas choisir nos élèves, donc on les tire au sort. Sauf la liste des enfants en difficulté, puisque
On ne veut pas d'y passer 8, parce que sinon on n'arrivera plus à les aider. Donc on a mis une limite au nombre possible d'accueillis. Par exemple, dans le public, ça n'existe pas, parce qu'on est assujetti à la carte scolaire. Donc c'est une vraie problématique. Nous, on a pu limiter. On a pu dire, bah non, au-dessus de 8, on ne prend plus. Parce que sinon, ça ne sera pas bon pour tout le monde. Pour les inclure et pour enrichir les autres, il ne faut pas qu'ils soient trop nombreux. Et pour eux, pour qu'ils progressent, il ne faut pas qu'ils soient trop nombreux. Donc nous, on a la chance de pouvoir limiter. Et donc il me dit, mais vivre ensemble, ils n'ont pas le choix. Par contre, on a le choix de bien vivre ensemble, ou pas. Donc on va faire des réunions pour essayer de bien vivre ensemble. Et donc dans ces réunions-là, on utilise des outils d'intelligence collective, inspirés notamment de la sociocratie, pour ceux qui connaissent peut-être. Et donc les enfants ne viennent jamais se plaindre. Ça, c'est... Moi, j'aimerais bien le diffuser à beaucoup d'écoles où les enfants viennent et c'est de la plainte perpétuelle. Et ben, il y a de la dénonciation. Et ben, il y a machin, il a fait ça et c'est pas bien. Et puis moi, je suis pas d'accord pour qu'en récréation, il y en a qui jouent avec l'élastique, ça prend trop de place. Et puis le foot, ça prend trop de place dans la cour. Et puis... Ok, mais en fait, ça, c'est de la plainte. Donc nous, on apprend aux enfants quelle est ta demande. Ce qui change tout. Si je viens dire... Ben, j'aimerais bien jouer dans la cour à autre chose qu'au jeu d'élastique. C'est pas pareil que dire j'en ai marre de ceux qui jouent à l'élastique. Ça fait pas du tout la même impression sur le groupe. Donc on apprend à formuler une demande. Ensuite, on peut faire une proposition. Et le groupe va dire si la proposition lui va. Et donc on fait ça au consentement. C'est ce qu'ils doivent apprendre à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas s'ils sont sortis de la plainte encore. Je crois bien que non, je les ai écoutés le jour, ils sont encore dans la plainte. Donc c'est quelle est ma demande et quelle est ma proposition. Et ma proposition doit aller au groupe. Donc si la proposition crée de nouvelles tensions, par exemple si je propose qu'on arrête les élastiques dans la cour de l'école, ben, ceux qui jouent à l'élastique vont dire bah, moi ça fait une tension, moi j'ai quand même envie d'y jouer. Ah, ben du coup, on pourrait peut-être faire deux choses où on n'est pas d'accord dans le même espace. Donc, on va se partager l'espace. Voilà, donc on est toujours sur quelle est ta demande, quelle est ta proposition. Est-ce que cette proposition va à tout le monde? Et là où les enfants sont beaucoup plus forts que nous les adultes, parce que moi j'ai vu des réunions, parce qu'aux Amanins, dans toute l'équipe, quand on travaille ensemble, on travaille avec cette méthode-là. Quelquefois, on se prend le chou sur le consentement. J'ai le souvenir d'une réunion, pour ceux qui ont déjà fait ce type de réunion d'intelligence collective, vous avez tous vécu ça un jour, c'est ce moment épouvantable où il y a un emmerdeur dans la salle qui titille sur chaque mot, et chaque fois ça lui fait une tension. Et au bout d'un moment, vous êtes prêt à dire oui à n'importe quoi, du moment que ça va s'arrêter, quoi. Et bien là, il y a une solution, il y a une porte de sortie, c'est-à-dire qu'avec les enfants, ça marche très bien, on leur dit... Manifestement, ça lève une tension, mais tu ne sais pas bien nommer laquelle. Est-ce que ça te va si on fait un essai sur 3 mois? Alors avec les enfants, l'essai, on le fait beaucoup plus court, sur 1 semaine. On essaye cette solution pendant 1 semaine, et si dans 1 semaine, tu as trouvé pourquoi ça ne t'allait pas, on en reparle dans 1 semaine. Ce qui fait que ça apaise cette personne qui a senti qu'il y avait un truc qui grinçait, mais elle n'arrive pas à dire ce que c'est. Du coup, elle lâche pas le morceau. On lui dit, bah, nous en équipe, on fait ça, mais on dit, bah, on essaye pendant 3 mois pour avoir quand même le temps d'essayer, et dans 3 mois... On remet ça sur le tapis, comme ça, si jamais ça ne te va pas, tu sais que c'est pas à vie, on n'est pas en train de signer un truc à vitam aeternam. Donc voilà, ça c'est le deuxième point. Et le troisième temps, c'est le temps d'éducation à la paix. Donc être en paix avec soi-même, ça veut dire, maintenant c'est dans les instructions officielles, il faut que je connaisse les émotions et que je sache faire avec. Alors ça c'est très bien passé en maternelle. D'ailleurs dans la littérature jeunesse, on en trouve plein de livres pour enfants de maternelle. Plus à 6 ans, c'est curieux, manifestement c'est acquis, c'est fini. Mais c'est toute sa vie, hein, les émotions, ça ne s'arrête jamais. Les émotions, elles sont un autre service, il y a la BD, je l'ai vue là-haut, de Armella, qui explique très bien, là, émotion, enquête et mode d'emploi. Achetez le numéro 1, ça explique excessivement bien comment fonctionnent les émotions et qu'elles sont à notre service. En fait, c'est notre système de survie à l'intérieur. Pour ceux qui ont un peu plus travaillé en neurosciences, c'est ce qu'on appelle le nerf vagal. Hein, donc devant, on a fuite, attaque. Toute la journée, là, en permanence, on a notre système. Vous savez, les petits oiseaux, on les voit faire, ils sont comme ça tout le temps. Mais nous, en fait, on a pareil. Ok, fuite, attaque, fuite, attaque. Et derrière, on a sidération, inhibition. Pouf. Les malaises vagos, c'est ça. Les gens, ils coupent. Ils ne savent pas quoi faire dans la situation. Il y a un niveau de stress. Hop, malaise. Je tombe dans les pommes. Il y a des animaux qui font ça. On fait le mort. Hein, vous savez, le crapaud qui se retourne. Le dorifort, très fourbe le dorifort. Hein. Vous prenez le dorifort sur votre plant de pommes de terre et vous croyez que
Là, tes petites pattes toutes recroquevillées, vous dites, oh, le pauvre chouchou, il est mort. Pas du tout. Pas du tout. En fait, il est sidéré, donc il fait le mort. Mais dès que vous le posez, 5 minutes après, il repart. Et il repart manger vos pommes de terre. Donc attention, on devrait faire. Voilà, donc l'animal utilise ça, et nous, on est des mammifères, donc on a ce même système de défense. Donc avec les enfants, en éducation à la paix avec soi-même, on va leur apprendre, quand j'ai mon corps qui me signale qu'il est angoissé, qu'il a peur, qu'il est inquiet, qu'il est en colère, qu'il n'est pas content, qu'il est triste, qu'il est... Autant de façons d'exprimer qu'il y a quelque chose qui ne me va pas, c'est la vie qui m'envoie comme signal dans mon corps, attention, là, t'es pas bien. Et la vie, elle est faite pour vivre. C'est son job. Donc, notre cerveau, il reçoit des messages, attention, là, ça ne te va pas ce que tu vis. Tiens, tu es très fatigué alors que tu n'as rien fait aujourd'hui, il y a un truc qui ne va pas. Voilà, faut que tu cherches, peut-être que tu seras en colère, cherche si tu ne serais pas en colère. Souvent la fatigue, ça cache une énorme colère. Hein. De même que la tristesse cache une énorme colère, ou le désespoir. Et quand je suis en colère, l'avantage c'est que je suis en énergie. Mais la colère, c'est embêtant, parce que nous en France, par exemple, c'est pas bien permis d'être en colère. La colère, c'est une magnifique émotion si on la met au bon endroit. Ce qui ne va pas, c'est le pétage de plomb. Ce qui ne va pas, c'est la colère que je crache sur l'autre. Ce qui ne va pas, c'est la colère qui tombe sur quelqu'un qui y est pour rien. Par exemple, vous êtes tous, moi j'ai vécu ça en voiture, je suis énervée et je ne sais même pas bien pourquoi. Parce qu'évidemment, au moment où ça m'a énervé, j'ai eu une part de moi qui a dit non mais Isabelle, tu es une bonne pédagogue, cet enfant ne devrait pas t'énerver. Tu devrais quand même être la zénitude accomplie, puisque quand même tu as un niveau où quand même tu devrais savoir faire. Mais il me sort par les trous de nez quand même celui-là, parce que j'ai pas trouvé comment le rencontrer. Je suis en échec en fait. Je suis hyper triste de ne pas y arriver. Donc ça me met en colère. Mais comme je me l'avoue pas à moi-même, je monte dans la voiture et il y a un crétin qui me dit « Quoi, connard ?» Et là je suis un peu surprise de me dire « Mais c'est quoi toute cette colère qui est en moi que je n'ai pas... Mais d'où vient-elle » Et puis là si je fais le lien, ben oui, c'est parce qu'en fait je suis en échec à l'école. Face à cet enfant en difficulté. J'arrive pas à rentrer en lien avec lui, j'ai pas trouvé l'entrée, j'ai pas trouvé dans son monde comment c'est à lui. Donc ça me met en échec, du coup je suis en colère contre moi. Donc à l'école on a une formule comme ça, on dit toujours aux enfants, parce que je vous assure, je peux vous promettre qu'en 40 ans, je n'ai jamais dit à un enfant qu'il était nul. Mais vous savez, il y a des attitudes corporelles. C'est obligé qu'ils comprennent ça. Quand un enfant vient vous voir et vous présente son travail et qu'il s'est trompé, vous dites, donc là, je t'invite à aller réfléchir, tu reviens. Deuxième fois. Tu as même le droit de demander à un copain s'il peut t'aider. Puis la troisième fois, ça veut dire quand même t'es nul. Et il l'a entendu, là. Pourtant j'ai été discrète. Hein. Donc là, moi, quand j'ai compris à l'école que quand j'avais ce truc-là qui arrivait, je leur disais, non mais tu sais, je suis en colère contre moi. Parce que mon boulot, c'est d'être une machine à expliquer. Mais là, je vois bien que je t'explique mal. Puisque c'est tout le temps, tu reviens et tu n'as pas compris. Donc je suis désolée, mais aujourd'hui, je suis en colère contre moi, je trouve pas. C'est moi la nulle. C'est plus lui. Et ça, c'est rien que ça, c'est excessivement important pour l'enfant. Mais bon, je ne vous cache pas qu'il y a des moments, c'est quand on parle à un collectif, quelquefois je vais regarder un élève pour lui dire mais arrête de faire ça, en fait ça nous dérange, et c'est celui d'à côté qui croit que je... Ça, c'est le problème du collectif. Plein de fois, donc essayer de nommer l'enfant chaque fois, c'est hyper difficile. Chez les petits, on est obligé plus. Hein. Mais quand ils sont plus grands, on croit que c'est naturel. Non, il faut continuer à nommer la personne à qui on parle. Parce que celui d'à côté... Voilà, donc en France, on est toujours coupable de tout. C'est pour ça qu'on est en colère tout le temps aussi. Voilà. Et donc, être en paix avec soi-même, ça va être justement regarder tout ça. Quand j'ai ces émotions-là désagréables, qu'est-ce que je peux faire pour m'apaiser? Donc on leur donne plein d'outils. Et il y a évidemment la nature. Je peux aller faire un tour dehors. Donc pour vous faire le parallèle avec les enfants en grande difficulté, c'est très simple. L'enfant en grande difficulté, par exemple nous les hyperactifs qui arrivent dans notre école, l'hyperactivité est beaucoup moins visible que dans une école où c'est une cour en béton et où il est coincé. Parce que nous, on lui apprend à gérer son besoin de bouger.
toi, tu as un corps qui a besoin de bouger plus que celui des autres. Donc quand ils ont ces hyperactifs qui ont un trouble de l'attention qui dure, leur attention dure à peu près 1 minute et demie, et là, on est plutôt sur une bonne journée. Du coup, on va dire, bon là je vois que tu n'arrives plus à te concentrer, qu'est-ce qui te ferait du bien? Si je pouvais aller courir, je t'en prie. Va. Et il court, et je me rappelle d'un élève comme ça qui est arrivé en CE1, et donc en CP, manifestement, c'est pas ce qu'on lui disait. Alors, on disait, bon, t'arrêtes de bouger, tu te tiens comme ça, tu bouges plus. Donc, le pauvre hyperactif, c'est juste impossible, il peut pas le faire. Hein. Donc lui, il bougeait, mais t'es embêtant à bouger tout le temps, alors après on lui a mis un ballon. Alors moi j'ai testé le ballon pour les hyperactifs, c'est épouvantable. Pour moi. J'ai mal au cœur. Je les regarde, oh, ils bondissent toute la journée, là. En fait, c'est moi qui supporte plus, là. Donc, on a essayé les coussins qui bougent. Bon. Voilà. Ce qui marche le mieux, nous, c'est le boyau de vélo entre deux barreaux de chaise. Là. Et il met les pieds dessus. Ça marche vachement bien. Ils aiment bien. Et nous, ça bouge pas, quoi. Alors, le ballon, je sais pas, moi, je n'ai pas supporté. C'est moi qui n'ai pas supporté, c'est pas eux. Et donc là, on leur dit, c'est juste toi, il faut que tu apprennes à gérer. Quand tu peux plus, tu peux aller courir. Je me rappelle de lui, la première fois où je lui ai dit ça, il m'a regardé, il a dit, mais elle est en train de se moquer de moi ou c'est pour de vrai, là, ce qu'elle me propose? J'ai dit, non, mais c'est pour que ça te fasse du bien. Toi, tu as besoin de courir, qu'est-ce qui t'aiderait? Alors je dis, si je te dis d'aller faire 3 fois le cours de la cour de l'école, elle est assez grande notre cour, parce qu'on a un grand coin cabane. Ouais, d'accord. Alors il part, il fait le tour de la cour 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis il repart vers moi, puis il le fait en faisant tout le contour. Hein. Il n'a pas loupé 1 mètre carré. Il repasse vers moi, puis je lui dis, c'est bon, là, ça te suffit? Oh non, encore un, je t'en prie. Puis après, il est revenu, et là, on a eu 3 minutes d'attention. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut jouer avec eux. Nous, quand on est assis en grand groupe dans tous ces moments d'éducation à la paix, on est assis par terre tous ensemble. Quelquefois, on fait ça dehors. Dehors, au niveau de l'attention, que ce soit bien clair, on en perd beaucoup quand même. Hein. Parce qu'il y a les fourmis qui passent. Et il y a plein d'autres trucs à regarder. Quoi, hein. Dehors, c'est pas toujours le plus simple. Hein. Par contre, il faut savoir ce qu'on fait quand on va dehors. Voilà, quelquefois, nous, on explique dedans, puis après, on va dehors. Par exemple, ça, c'est un truc simple. Ça marche très très bien. Vous expliquez dedans ce qu'on va faire dehors, et après, on va dehors le faire. Au lieu d'aller dehors et de l'expliquer dehors, parce que dehors, ils ne vous écoutent pas, en fait. Hein. Donc, c'est plus facile d'expliquer dedans. Et donc, ces enfants-là, on leur apprend à... tu as l'autorisation, quand tu peux plus, de te lever et d'aller bouger derrière. Mais il faut que tu bouges d'une façon qui ne gêne pas l'ensemble du groupe. C'est ça qu'on doit leur apprendre. Ok. Donc, éducation à la paix. Donc, gérer ses états émotionnels. Donc, ils ont des mandalas à disposition. Ils ont le coin du beau. Parce que le beau, tout ce qui est artistique, ça vient jouer sur nos émotions. C'est pour ça que c'est important, l'artistique. Donc, de mettre des belles choses, ça peut apaiser et faire du bien. Des temps de recentrage par la respiration, des postures de yoga, on ne dit pas méditation, parce qu'en France, si on dit méditation, c'est pas bien, mais donc ils font du recentrage, ils font calme et attentif comme une grenouille. On respire, on essaye de revenir et on retrouve l'alignement à l'intérieur. Voilà, ça c'est vraiment un truc de base que tous les humains ont besoin de savoir, ça marche vraiment bien. Être en paix avec les autres, donc là, beaucoup de jeux coopératifs pour apprendre des postures de coopération. Et beaucoup de travail, alors on s'est beaucoup inspiré de nous, moi j'ai beaucoup travaillé avec les outils du Québec, des éditions Chenelière, le petit bouquin qui s'appelle Bien vivre ensemble, dans lequel il y a le thermomètre des émotions. Par exemple, on a développé ces thermomètres avec toutes les émotions, et on va faire le thermomètre de la colère, et les enfants vont dire plein de mots qui parlent de la colère, parce que plus j'ai de vocabulaire pour parler de ma colère, moins je passe à l'action. Tout ce que je peux mettre en mots existe en mots. Et du coup, je peux dire à quelqu'un, j'ai juste envie de te casser les gueules, mais je ne vais pas le faire. Ça n'a rien à voir. Et puis après, je vais apprendre à me le dire qu'à moi-même. Parce que je vais apprendre que quand je le dis à l'autre, ça fait quand même des dégâts. Même si je ne lui casse pas la gueule. Donc je vais me dire, oui, là j'ai une impulsion qui fait que j'ai juste envie de lui éclater la tronche. Ok, mais je suis quand même une grande personne, je ne vais pas passer à l'action. C'est ça, gérer des émotions. Et retrouver sur la qualité la colère, le bon côté de la colère qui est la qualité d'indignation. C'est ce mouvement qu'on a à l'intérieur de nous qui dit « Ah ben non ! Non, ça passera pas. Ça, c'est la bonne colère. » Donc, si on n'était que des gentils, ça fait du mou. Ça fait de la guimauve. C'est un peu le problème de l'éducation bienveillante poussée à l'extrême. Où j'ai plus le droit... Non, apparemment, si je suis indigné par le comportement d'un enfant, il a besoin de le savoir. Donc indignez-vous, ça c'est de la bonne colère. C'est celle qui fait qu'on va se tenir debout et qu'on va dire non, ça passera pas, c'est non. On ne me fait pas ça ou on ne fait pas ça à l'autre.
Et puis, la dernière partie, étant pas avec l'environnement, bah, vous l'aurez compris, nos maintenant, en fait, c'est en permanence dans la journée, puisque la cantine fait partie du projet. Et après la cantine, nous avons un grand temps de récréation avec un coin cabane. Et donc, dans ce coin cabane, ça, on ne l'avait pas prévu, c'est un effet secondaire du projet. Ils ont recréé une micro-société. Et donc, dans la réunion du bien vivre ensemble, le principal sujet, c'est la gestion du territoire du coin cabane. Alors, par exemple, vous avez une année, un petit CP qui vient, puis il dit, moi, je vous ai dit, moi, j'ai pas compris comment on faisait pour acheter des cabanes. Donc là, vous êtes enseignant, vous êtes là, ah, je ne savais pas qu'ils se vendaient des cabanes. Donc, comme c'est une réunion où nous, on est à l'écart, parce que c'est leur réunion à eux. Heureusement, on a eu, donc c'était des grands, donc ils faisaient du troc. Et donc ils troquent avec des silex, parce qu'on a la chance d'être sur un endroit où il y a des silex. Donc ils troquent avec des silex, donc il y en a qui ont des banques. Ils refont tout le système. Ils imitent, donc ils refont pareil. Ils ont des palettes. Et donc il faut qu'ils décident qui a une palette et combien on a droit de palette. Est-ce qu'on a droit d'être propriétaire d'une cabane? D'où le travail en atelier philo sur la propriété privée. Est-ce qu'on peut être propriétaire d'une cabane? Maintenant, c'est absurde, je suis là que du CP au CM2, ça ne me sert plus à rien après, quoi. Donc en fait, être propriétaire, c'est là aussi où ça agrandit leur champ de réflexion, parce qu'ils le vivent. Et donc ce coin cabane, c'est juste une merveille de problématiques sociales à gérer. Et le fait qu'ils sachent qu'une fois par semaine, tout est géré dans ce temps d'éducation à la paix, pendant le travail de coopération, quand ils ont une tension entre eux, ils le mettent pour en parler le jeudi. Parce que le pire pour un humain, c'est quand j'ai une tension et je ne sais pas à qui en parler. Ou j'ai l'impression que ma hiérarchie s'en fout complètement. Donc j'ai ma tension et je reste avec. Mais ça me prend, ça me fait des nœuds dans le ventre. Ça fait des enseignants qui partent de l'éducation nationale, par exemple. Parce qu'ils ne se sentent pas soutenus. Hein, et en ce moment, il y a vraiment... moi, je vois beaucoup d'enseignants qui sont pas bien, quoi. Qui vont pas bien. Ça suffit pas de beaucoup aimer son métier. Quelquefois, les conditions sont difficiles. Enfin voilà, donc nous, on a des belles conditions. Voilà. Et donc, la nature, c'est le programme. Ben oui, parce que le programme, il est né de nous, qui sommes des êtres tirés de la nature. Et donc, la nature fait partie de notre programme. Bien sûr. C'était le mot de la fin. Parce que j'avais noté des choses que je vous ai introduites. En ce moment, on est très confronté aussi à des enfants qui sont dans leur toute-puissance. La toute-puissance, c'est juste un aspect, moi j'ai fait pas mal d'études de psyché, c'est un aspect normal de la construction de l'être humain. Hein. C'est-à-dire qu'on s'incarne, et quand on s'incarne, quand on est, au départ, le tout petit bébé, tous les besoins sont pris par les parents, puis petit à petit, le travail du parent, c'est l'enfant va grandir, pardon, il va grandir comme ça, et nous, on va lâcher petit à petit les besoins. Il va s'en occuper jusqu'à ce qu'il soit autonome. D'accord ? Donc les 9 premiers mois, il n'y a pas de souci, c'est nous qui gérons tout, mais après, il commence à se tenir assis tout seul, il commence à tenir son biberon tout seul, il va commencer à gagner en autonomie. Et quand il se met à marcher, mais regardez des enfants qui découvrent la marche, déjà la marche à 4 pattes, il y a un phénomène formidable, ils commencent à se mettre debout et là ils sont les rois du monde. Et tout d'un coup, ce que je vois là, qu'avant je ne pouvais pas atteindre, mais je peux aller le toucher, ce truc, quoi. Et du coup, il y a une espèce de jubilation de notre toute-puissance, de croire que tout est possible. Et là, il va falloir leur apprendre que non. Non, parce que la condition humaine, elle est hyper limitée. On a un corps, par exemple, qui ne peut pas tout faire. Et déjà, d'une personne à l'autre ici, nos corps ne peuvent pas faire la même chose. Moi, je me souviens de ma petite fille à 18 mois, passant dans le dossier d'une chaise et avec sa couche. Elle ne passait pas, elle me regarde désespérée, elle va dire, mais c'est quoi ce bordel? C'est la condition terrestre. Ça va t'arriver souvent. Et en fait, ça, ils ont besoin qu'on les arrête là-dessus. Il faut qu'on les aide. Ça s'appelle la frustration. Et la frustration, ça s'apprivoise, ça s'apprend doucement. Et on voit bien aujourd'hui qu'on a des enfants de 4 ans qui pètent des câbles. Et l'autre jour, j'étais avec mon petit-fils de 4 ans et son lobe frontal n'est pas très mature, donc de temps en temps, effectivement, il a du mal avec la gestion de ses frustrations.
Mais il n'est pas bien, parce qu'il a 4 ans, donc il voit bien que ça ne va pas. Quand il se met à crier, alors il a un peu honte, il va se mettre de côté. Et l'autre jour, j'étais avec ses parents, puis lui, il était dans un coin. Je fais exprès d'en parler, parce que je savais qu'il écoutait, en disant, mais il faudrait lui demander à Mathis qu'est-ce qui lui ferait du bien quand il est dans des moments comme ça. Pour que la prochaine fois, on puisse lui proposer pendant sa crise. Souvent, ce qu'ils demandent, c'est d'être isolé. Hein. Parce qu'en fait, ils sont un peu... Mais ils ne demandent pas à être punis, enfermés dans le KGB. Ça, c'était avant. D'accord, ça, c'est ma génération. Nous, on a été... T'es pas content, on t'enferme dans ta chambre et t'es puni. Donc là, c'est qu'est-ce qui te ferait du bien pour redescendre, calmer ta colère. Parce qu'ils ne sont pas équipés, vous le savez, ça, en neurosciences, maintenant, c'est très clair. Regardez Catherine Guéguin, ses conférences sur la fabrication du cerveau. Vous ressortez, vous savez comment ça marche. En fait, ils ne sont pas équipés pour redescendre. On le voit avec la joie. Ils s'excitent, ils pètent des câbles. Ils partent complètement en quenouille, quoi. Donc, il faut leur apprendre à redescendre. Donc, un peu de frais sur le visage, la nature. Alors, un des endroits où ça leur fait beaucoup de bien. Et je peux redescendre, d'accord? Et donc, devant lui, j'expliquais ça à ses parents. Et à un moment, mon fils me dit, mais c'est quoi la toute-puissance? Je ne comprends pas. Je lui dis, bah, par exemple, à 2 ans, on peut aller là. Moi, je veux voir la lune, là, maintenant, là, tout de suite. Bon, puis assez rapidement, je vois que j'ai pas d'impact quand même. Donc, il y a peu d'adultes qui font ça, hein, qui se roulent par terre. Je veux voir la lune. Bon, bah, le truc, vous avez lâché l'affaire. Mais il y a des trucs où, même adulte, on n'a pas lâché l'affaire. Je voudrais avoir plus d'argent que tout le monde. Je voudrais avoir le pouvoir. Je voudrais ceci, je voudrais cela. Il y a plein d'endroits où on n'a pas lâché l'affaire. Je voudrais avoir raison. Donc quand Marshall Rosenberg un jour sortait dans une conférence, moi j'ai choisi entre avoir raison et être heureux. Avoir raison, ça quand on comprend ça soulage beaucoup. C'est pour ça que j'ai pas. Voilà, mais donc les enfants, on va leur apprendre ça. Que déjà, ok, toi t'es pas bien, tu sais pas bien te calmer, donc qu'est-ce qui pourrait t'aider? Et donc à froid, en dehors d'une crise, vous allez lui en parler. Qu'est-ce qui te ferait du bien? Est-ce que t'es mieux que je te donne à boire? Est-ce que t'es mieux que je te regarde pas? Parce que souvent, ils ne veulent pas qu'on les regarde. Ou est-ce que, au contraire, tu veux que je te prenne dans les bras? Il y en a, ils demandent est-ce qu'on les serre fort, fort, fort. Vu de l'extérieur, vous faites ça, il y en a qui vont se dire ah bah bravo la bienveillance. Alors que l'enfant, c'est ce qui, enfin, ah, je sens la limite et ça m'apaise. Donc, c'est l'enfant qui commande. C'est à lui qu'il faut demander. J'arrête là-dessus. Merci. La parole est à la salle. Moi, je voudrais juste dire merci. Parce que, alors, donc moi, je travaille dans la petite enfance, donc avec les 0-4. Et je trouve ça juste génial ce que vous avez pu transmettre parce que ça a fait enfin, vous avez parlé de transversalité et du coup, ça a vraiment fait du lien entre l'enfant, la petite enfance, la scolarité. Du coup, j'ai trouvé ça juste génial parce que c'est ça qu'il nous faut en fait dans nos mondes, c'est s'allier la complémentarité de nos compétences et tout ça. Enfin, je trouve que c'est vraiment des choses qui sont à mettre en valeur. Donc voilà, je voulais vous remercier de ça parce que j'ai trouvé ça génial. Alors, ça me fait penser, je vais rajouter une autre donnée qui est la coéducation. Ça, c'est vraiment basique à apprendre dans toutes les équipes qui s'occupent d'éducation. Nous, on voit l'enfant dans un collectif. Et les parents vont nous parler de l'enfant dans un milieu intime. Bien souvent, quand on se rencontre, si l'enfant va bien, on est tous à plus ou moins se gosser que c'est grâce à nous. Donc là, ça marche bien en coéducation. Mais quand ça se passe mal, c'est un enfant qui ne pousse pas droit, qui a des problèmes de comportement, par exemple. On a tendance, nous les enseignants, par exemple, moi j'ai beaucoup entendu ça en cours de récréation. T'as vu le petit machin là en maths, c'est pas top hein, quand même. Ouais, mais tant t'as vu sa mère, ouais, ça va. On renvoie la patate chaude aux parents pour pas être coupables. D'accord. Et du côté des parents, c'est pareil. Oui, il a des problèmes en maths, mais enfin bon, c'est la maîtresse, ça maîtresse. Ça vient de la maîtresse. Du coup, quand on se retrouve en réunion, ils sont pas cons, les parents, ils disent bon, là on va encore dire que c'est de notre faute, et les enseignants veulent pas qu'on dise que c'est de leur faute. Donc on arrive tous les deux, on arrive en réunion prêts à dénoncer l'autre pour pas que ce soit de notre faute. C'est pas le sujet de la réunion en fait. Le sujet de la réunion, c'est comment va-t-on aider cet enfant à pousser droit. Donc nous, moi, chaque début de réunion de rencontre, chaque fois je redis ça. Nous, on va vous parler de votre enfant dans un collectif
quand vous n'êtes pas là. Et vous ne savez pas comment il est. On a quelquefois des enfants qui, à l'école maternelle, par exemple, ne parlent pas du tout. Et ce sont des pipelettes à la maison. Ouais. Ce qui fait que c'est hyper rassurant. Si moi, en tant qu'enseignante, je sais qu'il parle très bien chez lui, Il sait parler. il sait parler. C'est quand même, ça change la donne. Donc ça veut dire que c'est le collectif qui fait qu'il parle pas. Donc je vais essayer d'aller le rencontrer en individuel dans mon collectif. Je sais où agir pour changer. Et inversement pour le parent, c'est hyper rassurant. Par exemple, moi en tant que parent, je fais comme tous les parents du monde, j'ai bien appris mes enfants à rendre service, à être poli, à dire merci. Voilà, je leur ai appris tout ça. Et à la maison, je trouve qu'ils ne le font pas beaucoup. Et que je suis toujours obligée de leur dire de venir mettre le couvert et d'enlever le couvert. Alors c'est tous les jours que ça revient, ça revient plusieurs fois par jour. Enfin, c'est un truc qu'ils savent. C'est comme se laver les dents, mettre le pyjama. Enfin, c'est rituel quand même. Hein. Et pourtant, ça marche pas. Et puis le week-end, ils sont invités chez des copains. Et quand ils reviennent, les amis me disent « Oh, il est formidable !» Il rend service tout le temps. Et là, pouvez-vous dire « Yes, j'ai gagné !» Mais oui, c'est ça. Parce que le but du jeu, c'est bien qu'ils s'en servent à l'extérieur. Mais à la maison, il se passe autre chose avec ses frères et sœurs qui fait que... Il se joue autre chose, mais du coup ça donne des indications. Donc quand on se retrouve entre co-éducateurs, faut pas la question du pourquoi, elle est plutôt quand on est dans le soin. Mais en éducation, c'est pas la question du pourquoi qu'on va se poser, c'est la question du comment on fait. Nous à l'école on va faire ça, et vous à la maison vous allez faire ça. On va essayer d'être en cohérence sur ce qu'on met en place pour les deux. Et ça change complètement le travail de l'éducation. On a d'autres... Virginie et Julienne. Je sais pas où vous mettre comme chapeau, là, parce que je pense que là, c'est plus comme personne. Mais là, vous parliez des enfants qui avaient besoin, à un moment donné, d'aller prendre de l'air, donc vous les avez parcourus. Puis là, je pense que c'est le chant qui m'inspire. Puis les animaux là-dedans, est-ce qu'il y a des fois, il y a des moments où vous dites, ben, c'est un petit moment de zoothérapie, par exemple, si on utilise le gros terme, mais juste aller voir un animal pour essayer de... Donc, nous, on a la chance d'avoir la ferme à côté. Les CPCE1, toutes les semaines, ils vont faire les soins aux animaux. Et donc là, ils font des bains d'agneaux quand même. Ça, c'est juste. Oh, des bains d'agneaux. Là, tu les poses au milieu des agneaux et c'est juste. Et donc, il y a certains enfants, on les envoie vers les animaux quand ils sont pas bien. Mais sinon, la terre fait beaucoup ça. On les envoie gratter la terre, enlever des mauvaises herbes, ça. Pour faire redescendre, ça les fait. Merci beaucoup. Moi, je suis doctorante aujourd'hui en STAPS autour de jeux libres et politiques publiques. Et en fait, je voulais vous remercier aussi. Et je pense que vous faites la politique. Et je dois gérer ma frustration parce que vous n'êtes pas dans la politique. On aimerait peut-être vous voir parce que c'est une grande frustration de voir que ça reste toujours sur les micro-projets. Heureusement, je ne dis pas que c'est... voilà, mais je partage cette frustration. Parce que votre regard et le travail que vous faites, c'est aussi pour l'adulte, vous éduquez les adultes à avoir notre regard envers l'enfant. Et je pense que c'est peut-être ça qui, envers la nature, enfin toutes ces paradigmes qu'on a évoquées ces derniers jours. Et je pense que c'est tellement important et j'aimerais bien que vous avez, comme vos étudiants, vos élèves, justement l'Assemblée et les politiques qui viennent partager ça parce qu'il nous manque un peu et on sent... voilà, c'est ça. Moi, volontiers. Pour l'instant, on m'a pas demandé. Pour l'instant, la semaine dernière, je me suis encore fait gronder par le DAZEN. Voilà, la hiérarchie de l'éducation nationale, moi, j'en peux plus. Hein. Là où j'habite, on est sur un territoire qui s'appelle la Bio-Vallée, donc c'est autour de la rivière Drôme. Donc politiquement, on a décidé de protéger ce territoire en s'associant les uns les autres. Et du coup, on a lancé en éducation un territoire apprenant. Et donc là, on est plusieurs enseignants, mais il y a des parents, il y a des éducateurs, et ça va de la petite enfance aux adultes. Hein. On se réunit et on a décidé on a une mine de personnes, ressources, notamment on a Catherine Schmider en CNV, on a plein de gens hyper compétents sur le domaine, sur le secteur, c'est dû à la Drôme ça. Hein. Du coup, on s'est dit, il faut qu'on en fasse profiter les gens. Donc on donne nos formations gratuitement. Puis là, il y a eu le Covid, donc ça s'est un peu tout arrêté. Et là, il y a un AMI qui a été lancé par la Caisse des dépôts au service de l'éducation. Allez lire ce qu'il y a dans l'AMI, c'est juste coachant. On voudrait tous que ce soit comme ça dans nos écoles. Donc nous, en tant que citoyens, on trouve cet AMI, ça s'appelle un appel à manifestation d'intérêt. On le lit, on se dit génial.
on y va quoi. Donc on va, et on se dit, bon bah faut qu'on trouve une école pilote et chercheur avec une école. Donc on y va, puis j'ai dit, ouais, attention, hiérarchie, il faut qu'on les ménage, ça va encore faire un caca nerveux. Donc on leur envoie une invitation. Donc on leur demande s'ils veulent en parler avec nous, donc on envoie au DAZEN, on envoie aux inspecteurs circonscription, on envoie au CARDI, aux conseillers pédagogiques du secteur, et on leur dit, on va faire une réunion publique le 24 avril, on aimerait bien vous voir avant pour vous dire de quoi on va parler. Et on a osé utiliser les adresses académiques. Donc, il y en a qui l'ont su. En fait, on crée la première réunion publique. Et là, à notre surprise, 50 personnes arrivent. Waouh, tu vois, 50 enseignants sur leur temps privé qui viennent pour parler de ça, ça va leur demander du boulot en plus, quoi. Donc on se dit, ouais, super, trop bien, mais dans un drôme, quoi, il y a plein de gens passionnés, tout ça. Mais en fait, il y avait des syndicats qui sont unis pour dire que l'AMI, il fallait pas y aller parce que c'était privé d'utiliser l'école et que c'était pas bien du tout, et que c'était de l'argent privé et que c'était pas bien. Donc ils nous ont plombé le truc, et ils sont partis, donc la moitié de l'assemblée qui part. Très bien, donc nous on se retrouve un peu perplexes, bah non, on ne veut pas y aller contre la vie des gens, on veut y aller pour faire du lien sur le territoire, c'est un peu pas mal parti. Donc derrière on se fait plein de réunions pour savoir on y va, on n'y va pas, et on finit par dire on y va que si l'éducation nationale du secteur vient avec nous. Donc on demande des réunions aux inspecteurs de circonscription qui bottent en touche en disant bah, allez d'abord voir le DAZEN, on va voir le DAZEN, et là le DAZEN c'était la semaine dernière, je me suis fait gronder. J'ai 60 ans. J'avais l'impression d'avoir 4 ans. C'est pas bien du tout. Vous n'êtes pas passé par les circuits normaux de l'éducation nationale. C'est hiérarchique, c'est très hiérarchisé. Nous sommes tous des chefs de section, d'une section ceci, d'une section cela. Et d'ailleurs ici, vous avez moi qui suis chef de section d'AZEN. Là, j'ai mon premier adjoint qui est chef de section de sa section. Là, un inspecteur de sa section. Okay. Et ce que vous avez fait, ça a mis un bordel au niveau des syndicats qui se sont saisis de l'affaire. Et nous, on a dû calmer tout le monde. Ça commence à se calmer, mais vraiment. Et là, moi, intérieurement, j'étais là, bah, bien fait pour toi. T'avais qu'à leur parler de ce projet. En fait, les syndicats étaient furieux parce qu'ils avaient appris le projet par des citoyens et non pas par l'éducation nationale. Mais eux, ils ne l'avaient pas fait descendre. C'est leur choix. Hein. Et donc, nous, comme on veut qu'ils viennent avec nous, on n'a rien dit. Mais j'étais, mais c'est quand même pas possible, on est en 2022. Et c'est toujours cette posture hiérarchique. Je fais exprès d'en parler parce que je sais qu'il y a un inspecteur qui est courageux. Je veux bien qu'il donne son avis parce que moi je suis restée. J'étais choquée quoi. Parce que moi j'ai travaillé avec plein d'inspecteurs super. Quoi. Mais là, cette position du DAZEN, je t'assure, j'avais l'impression qu'on me faisait comme ça. Pas bien. Isabelle, pas gentil. Nous on est là au service des enfants. Enfin, toi, t'es là au secours. Donc moi, si tu as des entrées, moi ça m'intéresse. J'aimerais bien en avoir aussi. Il nous reste 5 petites minutes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que tu veux en dire quelque chose toi? Pas grand-chose, parce que c'est en fonction des régions, en fonction des académies. On va avoir des personnalités extrêmement différentes. Et quand il y a des personnalités qui ont acquis une certaine respectabilité, qui soutiennent ce type de projet, ça peut rayonner. Mais il semble que là où tu es... La Drôme, ça. Ah oui, bon. Il va falloir attendre pour qu'il mûrisse un petit peu. Il était cueilli. Elle était jugée. Non, mais il y en a sur cette question. Non, mais il y en a pas. Tu as raison de dire selon les... Bonjour, juste pour dire que j'étais en train de chercher le nom de la collègue Perny Vide. Elle a travaillé au Danemark, à Copenhague, avec les politiques qu'elle a vraiment emmenés à la crèche, assis avec les enfants. Elle a fait un travail assez incroyable, participatif avec les politiques. Alors, je ne connais pas tous les détails, mais on trouve, je pense, ça sur... Tu m'enverras, Laure parle d'une personne au Danemark. Oui, Je une donnerai le chercheuse lien vers en psycho-socioculturelle au Danemark. Super. Vide, c'est H-V-I-I-D, Perny. Je vous propose qu'on poursuive la discussion parce que là on a un bon 30 minutes de pause. Merci Isabelle, je suis désolée d'avoir... Juste...